Le réchauffement climatique. 3 points. La consommation d'énergie fossile, la déforestation, l'agriculture intensive. 2 seulement. L'augmentation des productions, l'augmentation des consommations. Plus on produit, plus on consomme, plus on consomme, plus on produit. Je vous l'accorde, ce sont des raccourcis un peu rapides. Et je ne suis pas scientifique pour aborder le sujet sérieusement. Aussi, que dire? Apiculteur de métier depuis 30 ans, j'ai bien pensé vous parler de ma profession et des difficultés rencontrées. Vous dire comment les aléas climatiques provoquent la disparition des insectes pollinisateurs en les privant de nourriture. Des épisodes de gel, de canicule, d'incendie qui, en un instant, brûlent et ravagent des régions entières. Inversement, des périodes de pluie interminables qui ont les mêmes conséquences. Vous dire comment certaines monocultures créent des déserts alimentaires et d'autres piègent les pollinisateurs comme dans une immense toile d'araignée. Je pense aux pesticides, aux néonicotinoïdes. Vous dire comment l'apiculture moderne, pratiquée par tous, participe, et non dans une moindre mesure, au déclin des insectes pollinisateurs et de fait à l'effondrement de la biodiversité. Comment, en implantant et en concentrant sur le territoire français, depuis une vingtaine d'années, une abeille hybride. Une hybride qui a fait disparaître notre abeille noire locale, certes moins productive, mais plus économe. Une hybride qui a fait passer les pertes hivernales de 10% à 80%. Une hybride que l'on doit maintenir en vie avec des nourrissements et des traitements. Des nourrissements spéculatifs au sucre. Des milliers de tonnes de sucre données aux abeilles. Pratiquement autant que les productions nationales en miel. Alors je pourrais vous parler des aberrations de mon métier pendant des heures. Le refus de participer à un système qui marche sur la tête et qui va à l'encontre de mes convictions, le refus de pousser les abeilles à produire, m'a amené à prendre des décisions radicales dans ma vie professionnelle comme dans ma vie personnelle. Vous dire comment j'ai supprimé de mon alimentation la quasi-totalité des produits qui se vendent dans le commerce. Je ne consomme pas de viande, pas de poisson, pas de produits laitiers, pas d'alcool, de sucre, de sel, pas de produits venant de l'étranger ou d'autres régions, pas de café, thé, chocolat, épices, bananes, oranges, avocats, plus de céréales depuis 7 ans. Vous dire comment j'ai repensé mon habitat, une petite structure autoconstruite avec des matériaux de récupération de 15 mètres carrés dans laquelle je vis, au cœur d'une forêt entre Bordeaux et l'océan. Vous dire comment j'ai revu à la baisse l'ensemble de mes consommations, notamment en énergie électrique. J'ai plus d'électroménager, je n'en ai plus besoin. Enfin, vous parlez de comment, étant sorti d'un système, je peux voir ce que d'autres ne voient pas. Un exemple, 80% des plantes qui produisent nos légumes et nos fruits sont pollinisées par des insectes pollinisateurs. Ce sont des plantes entomophiles. Seulement, si on regarde non pas la liste, mais les surfaces utilisées pour produire ce que nous consommons, alors 3 monocultures se distinguent. Mais vraiment. En un, les céréales, pour produire du pain, des pâtisseries, pour produire des pâtes, pour engraisser les animaux. Également, une deuxième, la viticulture, pour le vin. En 3, la sylviculture, pour l'industrie du bois. La forêt des Landes, 1 million d'hectares. Ces 3 monocultures, ce sont des plantes anémophiles, c'est-à-dire des plantes pollinisées par le vent et non par les insectes. Nous réduisons à peau de chagrin les surfaces potentiellement nectarifères et pollinifères.
nos consommations participent au déclin des insectes pollinisateurs. Il y en a une quatrième, la betterave sucrière, à qui l'on doit la réintégration des néonicotinoïdes en 2020, supprimés en France en 2018. Plante anémophile également, tout comme la canne à sucre, pour produire du sucre que nous consommons, mais pour donner également aux abeilles. Le pompon, c'est quand même qu'on donne à des insectes pollinisateurs qui ne consomment pratiquement exclusivement des substances liées aux plantes à fleurs, on leur donne des produits de synthèse issus de plantes n'ayant pas de fleurs. Alors, j'ai bien pensé vous parler de tout ça, mais finalement, je préfère vous parler de regard, parce que bien souvent, le regard conditionne ce que nous sommes, conditionne nos actes. Je pense au regard de l'autre ou au nôtre. Je ne suis pas assez doué, je ne vais pas y arriver. Qu'est-ce qu'ils vont me dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Personnellement, ça a conditionné une grande partie de ma vie. Mais j'ai fini par accepter que le regard de l'autre lui appartient. C'est son regard. Et si son regard lui appartient, eh bien mon regard m'appartient. Même si mon regard m'appartient, j'appartiens à mon regard. Pourquoi? Parce qu'on regarde toujours de la façon dont on a appris à regarder. Peut-être devrions-nous apprendre à poser le regard autrement. Et on va essayer ce soir à travers 3 regards. Et je vais prendre l'exemple de la colonie d'abeilles. On nous dit qu'une colonie d'abeilles, c'est une société d'insectes, dont une partie, les butineuses, vont chercher du nectar et du pollen sur les plantes, qu'elles ramènent à la ruche. Elles vont transformer le nectar en miel, qu'elles vont stocker dans des rayons. Et l'apiculteur, lui, comme un impôt, viendra prélever sa part non négligeable en vue de la commercialiser pour payer ses factures et se permettre un salaire. Bien. Le miel, lui, sera consommé par goût pour remplacer le sucre ou pour soigner pour ses vertus thérapeutiques. Ça, c'est le regard commun. Maintenant, deuxième regard, si nous prenons la colonie d'abeilles, au lieu de la regarder comme une société d'insectes, si nous la regardions comme un seul et même organisme. Un organisme, c'est un être vivant qui est organisé, qui a des organes, il a une apparence, il a des formes, des couleurs, il a des émotions, cet organisme, il a son petit caractère, il a une mémoire, des habitudes, des attitudes, il a une conscience, notamment de son environnement. Il se nourrit, il se reproduit, bref, comme tout être vivant sur la planète. Quand on regarde cet organisme, chaque partie de cet organisme a au moins une fonction. Les cires représentent le squelette de la colonie, pour son maintien, sa structure. Elles ont une vocation également sensorielle, puisqu'elles transmettent les vibrations du support sur lequel elles sont attachées. Les abeilles représentent le système nerveux pour l'appréhension du monde à travers les différents sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher. Les cellules germinales pour la reproduction. La propolis, le système immunitaire, l'équivalent de nos globules blancs. Et le miel vient former une couche adipeuse tout autour de l'organisme pour le protéger contre les agressions extérieures que peuvent être les fluctuations de température au sein d'une journée. Le matin, vous avez 10 degrés, l'après-midi, vous avez 29, vous avez 19 degrés, comme ça, en dents de scie tous les jours. Eh bien, le miel, comme il est très mauvais conducteur de chaleur, il absorbe très lentement la chaleur et il la rediffuse très doucement. C'est-à-dire qu'il lisse les courbes de température au sein d'une journée. Durant l'année, c'est pareil. Vous avez des périodes de floraison avec une mielée, et puis vous avez une période de disette qui dure 15 jours à 3 semaines. Une période de floraison, une mielée, une période de disette. Donc, il y a des périodes de stress alimentaire, et le miel est là donc pour les lisser. Maintenant, si nous faisons
si nous cherchons à faire un miel monofloral, miel d'acacia, miel de châtaignier, miel de bruyère, ce que vous voulez, eh bien, l'apiculteur sera obligé d'intervenir après une période de floraison, après une mielée, donc juste avant une période de disette. Donc on va retirer les provisions au moment où les abeilles en ont besoin. Forcément, on va créer un trauma. Toute intervention sur un organisme crée un trauma. Pour bien comprendre, on vous installe bien confortablement sur une table d'opération. Les chirurgiens arrivent, vous scient la cage thoracique, sortent le cœur, le replacent. Physiquement, vous avez un trauma qui va durer minimum 1 année, et psychologiquement, ça peut durer plusieurs années. Imaginez une colonie d'abeilles sur laquelle on va faire une quinzaine, voire une vingtaine d'opérations à l'année. Visite de printemps, visite d'hivernage, nourrissement spéculatif, traitement, récolte, transhumance, production de gelée royale, production de pollen, production d'essais artificiels, production de reines. Je suis déjà à 10 interventions, j'ai compté un nourrissement, un traitement, une récolte, une transhumance. Il y en a plusieurs dans l'année. Nous créons des traumas en produisant des miels monofloraux. Le consommateur en les exigeant, l'apiculteur en les produisant. Alors pourquoi je vous dis ça ? Parce que un produit alimentaire n'est pas composé que de matière. Un produit alimentaire est un organisme ou une partie d'organisme. Par exemple, vous, monsieur, quand vous êtes en colère, qu'est-ce que c'est qui est en colère chez vous ? Est-ce que c'est votre œil droit qui est en colère ? Le bout de votre nez ? Le coude gauche ? Qu'est-ce que c'est qui est en colère ? C'est l'ensemble de votre être qui est en colère. Vous, madame, si vous êtes timide, qu'est-ce que c'est qui est timide en vous ? C'est l'ensemble de votre être qui est timide. Alors, si je prends une partie de votre corps, elle contient une part non négligeable de cette timidité, de cette colère ou d'un stress s'il y a un stress. Prenons l'exemple du corps, il est à 37 degrés. Il y a des zones qui sont à plus ou moins 36, plus ou moins 37, pardon, 36, 38. Mais en aucun cas, vous avez des zones à moins 50 ou plus de 100. On est d'accord. Donc tout tourne autour d'une émotion. Mais il n'y a pas que ça. Si vous allez par exemple faire vos courses dans un supermarché, vous passez devant le rayon fruits et légumes, qu'est-ce que c'est qui vous frappe en premier ? Ce n'est pas la matière. La matière, c'est quoi ? C'est glucides, lipides, protides, sels minéraux, oligo-éléments, etc. Ce n'est pas les glucides qui vous attirent, ce sont les formes et les couleurs. On est d'accord ? Et c'est quoi une couleur ? Une couleur, c'est une onde lumineuse. Alors, si par exemple nous prenons une tomate, elle est rouge, eh bien, l'onde lumineuse rouge va frapper la matière et rebondir pour venir toucher notre rétine. C'est pour ça qu'on l'aperçoit rouge. Elle ne rentre pas dans la matière. En revanche, les ondes lumineuses bleues et jaunes traversent et font vibrer la matière. Qu'est-ce qu'une onde lumineuse particulièrement ? C'est une onde électromagnétique. Tout n'est pas que matière. Il y a certes de la matière, glucides, lipides, etc., mais il y a également des charges émotionnelles, des charges électromagnétiques. Alors, voyez-vous, là, j'ai changé mon regard. Je l'ai posé différemment, dans une vision un peu analytique. Alors, on va essayer de prendre une autre approche. Ça sera le troisième regard. Prenons une colonie d'abeilles. Chaque année, elle va enfanter. Enfin, j'aime bien dire qu'elle enfante, en fait, elle engendre un nouvel organisme. Et lorsqu'elle enfante, elle va comme perdre littéralement les os. Les abeilles coulent à flot, hors de la ruche, et elles vont former un nuage d'une dizaine de mètres. Et les abeilles vont virevolter, sans s'entrechoquer, jusqu'à un moment donné où elles vont se réunir, se rassembler autour des parfums de la mer et s'agripper à une branche. Là, l'essaim se rend visible. Habituellement, une colonie est cachée dans une cavité.
Elle est soit dans une ruche, soit dans un tronc d'arbre. Quand vous regardez cet essaim, il faut vous dire que lui aussi, il vous regarde. Mais comment il vous regarde? Il vous regarde non pas avec une vision frontale, avec 2 yeux comme nous. Il vous regarde avec une vision périphérique. Car cet essaim compte doublement le nombre d'yeux qu'il compte d'abeilles. Si par exemple vous avez 15 000 abeilles dans l'essaim, vous avez 30 000 yeux qui vous regardent en même temps, au même moment. Donc il voit tout ce qui se passe devant, derrière, sur les côtés, devant, en haut, en bas, à l'intérieur de lui-même, à l'extérieur de lui-même, jusqu'à plusieurs kilomètres, puisque les abeilles butinent dans ce rayon. On peut dire que l'abeille, en quelques millions d'années, a poussé ses sens à leur paroxysme. Ce qui se passe au niveau visuel, ça se passe au niveau gustatif, olfactif, kinesthésique, etc. On est en présence d'un sens en puissance. C'est l'essence même d'un sens. L'abeille, donc, la colonie, l'organisme, s'est affranchi de sa forme. Il a une forme condensée sur quelques centimètres, l'essaim. Toujours en tant qu'essaim, il a une forme évaporée sur quelques mètres, et puis une forme éthérée sur quelques kilomètres. Il s'est affranchi également de sa faim. C'est un être qui ne consomme aucun organisme, aucune partie d'organisme, seulement des sécrétions issues des plantes. Rappelez-vous, le miel est issu du nectar des fleurs. Mais c'est quoi une fleur? Une fleur est un organe de reproduction. Mais là encore, ce n'est pas une fleur qui fleurit isolément. C'est généralement un parterre de plantes qui se mettent à fleurir. Et lorsqu'il fleurit, ce parterre de plantes, cet organisme, parce que pour moi c'est un organisme, eh bien, il expose son désir. Et nous sommes tous dotés d'un organe sexuel. On sait très bien, plus que quiconque, que ça ne provoque pas que, enfin, ça ne permet pas que la reproduction. Ça permet également d'éprouver du plaisir. Eh bien, j'aime à penser qu'en certaines situations, lorsque les conditions lui sont favorables, cet être végétal va se détendre, va s'offrir et s'abandonner à l'intensité de son trouble, stimulé par les pollinisateurs qui viendront par leurs attouchements mesurés stimuler les contractions extatiques de cet organisme. Et comme n'importe quel être vivant en pareille situation, viendra sécréter des liquides orgasmiques, des substances de plaisir. Et on pourrait dire donc que la colonie d'abeilles se nourrit principalement du plaisir d'autres organismes et que le miel est la quintessence d'une émotion. Là, voyez-vous, je suis plutôt dans une approche poétique. J'ai libéré mon regard. Il se pose vraiment, il se pose ailleurs, il s'est envolé vers une étendue, vers l'étendue d'une vision poétique. Alors, pour résumer, tant que nous sommes dans un système, il nous est difficile, voire impossible, de pouvoir nous en extraire et de pouvoir en faire une analyse objective. Si nous y arrivons, nous devons faire attention particulièrement à notre regard, parce que nous appartenons à notre regard. Alors, peut-être pourrions-nous prendre de sages décisions afin de penser le monde de demain. Voilà. Je vous remercie. Au revoir.